Bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente Clémence Daudet, responsable innovation et partenariat chez Photosol. Et donc aujourd'hui, au sommet de l'élevage, j'ai le plaisir d'animer cet échange autour du bien-être animal en élevage, et notamment en élevage bovin. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Fradin, qui est donc chargé d'études agrivoltaïques à l'IDEL, à l'Institut de l'élevage, et Pascal Michagelive, éleveur du coup dans l'Allier. Et on va du coup débuter cet échange. Julien, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rôle à l'IDEL et de ce que l'IDEL propose sur le sujet de l'agrivoltaïsme? Bonjour à tous, merci Clémence. Du coup, donc, au sein de l'Institut de l'élevage, notre rôle, c'est d'accompagner les éleveurs et les filières à l'innovation et finalement à s'adapter à toujours un besoin de compétitivité des différents. Ah, ça commence. Et donc c'est là où moi, dans ma fonction, donc j'accompagne des projets agrivoltaïques, à la fois en amont finalement du dépôt de permis de construire pour venir un petit peu regarder si la cohérence du projet agricole dans le projet agrivoltaïque. Et on a une mission qui est vraiment celle liée à l'Institut technique, qui est de faire des références et du coup donc d'accompagner le développement de projets de démonstration en agrivoltaïsme et également donc tout ce qui est la phase de suivi qu'on va rediscuter, je suppose, aujourd'hui. Pascal, donc tu es éleveur dans l'Allier et tu as un projet de démonstrateur agrivoltaïque bovin sur ton exploitation. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton exploit et ce projet de démonstrateur? Bonjour, Pascal Michagelive, je suis éleveur dans l'Allier, sur la commune de Mercy. Une exploitation qui aujourd'hui rassemble à peu près 150 mères charolaises. Diversifiée, on est à peu près sur 400 hectares. Il y a des moutons également et de la céréale irriguée. Donc voilà, c'est le grand contour de l'exploitation. Pour s'attarder un petit peu sur le projet PV, en fait, le démonstrateur PV bovin, pour le coup, installé par Photosol sur les terrains, en cours de construction, en cours de finition. Donc on est sur différentes modalités pour voir le comportement des animaux et le comportement également des prairies par rapport à l'ombrage et donc voilà. Donc c'est un projet sur 2,5 hectares aujourd'hui, donc 5000 m² de zone test et 4 modalités qui sont réparties, c'est-à-dire environ 5000 m² par modalité. Voilà. Julien, on parle très souvent de bien-être animal, surtout en raison de la loi Agri-PV qui effectivement requiert qu'on apporte un service au bien-être animal et à minima qu'on n'y nuise pas. Mais finalement, c'est quoi exactement le bien-être animal? Quels sont les critères qui permettent de le définir? Alors, le bien-être animal, c'est un sujet complexe sur lequel on pourrait parler des heures. Je dirais qu'en quelques lignes, le bien-être animal, c'est à la fois une bonne alimentation en termes de faim, de soif, un bon logement ou un bon environnement de vie, une bonne santé et puis la possibilité d'avoir un comportement naturel pour l'espèce. Du coup, quand dans le cadre de la réglementation, on va parler d'amélioration du bien-être animal, évidemment, il y a la partie confort thermique qui va être permise grâce à l'apport d'ombrage des panneaux. Mais il y a aussi toute la partie santé, quelque part, notamment sur des animaux qui vont rester longtemps sous PV, ce qui ne va pas forcément être toujours le cas dans le cadre de démonstrateurs. Et donc on va être amené plutôt là à venir regarder le comportement animal qui va tout de suite changer dès lors qu'il y aura une modification dans l'environnement. Et est-ce qu'il y a déjà des études qui ont pu être menées sur le bien-être en bovin ou en ovin qui vous permettent d'avoir des premiers protocoles ou des premières idées sur la façon de le suivre?
Oui, alors tout à fait. Il y a des études qui sont en cours, à la fois donc en vin. Alors il y en a une qui est faite donc avec Photosol sur le site de Verneuil, où il y a eu déjà 2 visites avec tout d'abord un diagnostic santé sur le lot qui est dans la parcelle AgriPV par rapport à un lot qui est donc sur une zone dite témoin un peu plus loin sur le site de l'élevage. Et une deuxième phase où on est donc là sur du suivi de comportement animal par des observations directes, donc 2 observateurs qui vont venir faire du scan sampling, c'est-à-dire observer à des pas de temps réguliers un certain nombre d'animaux et évaluer, mesurer l'activité qu'ils vont avoir, les événements qu'il peut y avoir entre ces animaux et les infrastructures, quelle interaction il va y avoir. Donc pour l'instant, on est sur... finalement, il ne se passe pas grand-chose, en tout cas pas d'anomalie. On a pu en voir aucune sur ces premiers comportements, ce qui nécessite évidemment d'être enrichi par d'autres observations sur d'autres sites. Et on a fait un peu le même exercice en bovin, avec en tout cas de la méthodo qui est appliquée ailleurs et qu'on pourra remettre en place dans le cadre du démonstrateur à Guise. Ce matin, sur une autre table ronde, Anne-Marie Bollot disait qu'avant, on se préoccupait de la question du confort thermique, surtout l'hiver, pour les animaux. Et maintenant, avec la question de changement climatique, on s'en préoccupe de plus en plus l'été. Pascal, je crois que tu es aussi confronté à ces sujets-là sur ton exploitation. Est-ce que c'est récent? Est-ce que tu t'attends à ce que ça soit un sujet de plus en plus important, que ce soit en bâtiment ou à l'extérieur, de finalement protéger tes animaux contre les fortes chaleurs l'été? Phénomène. En fait, le stress thermique aujourd'hui, enfin comme tu le disais, Clémence, c'est pas nouveau pour la période hivernale. On doit s'adapter, on s'est toujours adapté dans les bâtiments. Aujourd'hui, le stress thermique l'été, c'est une problématique avec les fortes chaleurs de plus en plus récurrentes. On a de plus en plus de problèmes. Enfin, comme j'avais expliqué précédemment, on se retrouve aujourd'hui avec des animaux qui peuvent être à l'engraissement sous bâtiment en période de forte chaleur. À partir du moment où on n'a pas de système de ventilation, d'aération, en fait, on se retrouve avec des animaux qui sont vraiment pas en bonne position pour obtenir leur croissance malgré la consommation qui est tout de suite réduite, la consommation d'aliments qui est tout de suite réduite par le stress thermique. Aujourd'hui, et pour parler un petit peu plus du projet AgriPV en tant que tel, en fait, avoir des animaux qui auront l'ombrage des panneaux, donc qui seront moins confrontés à ce stress. On aura toujours la chaleur, mais à partir du moment où on est à l'abri de la chaleur, où on aura des zones refuges, parce que sur la plupart de nos prairies, les arbres, c'est sur le contour, pas sur l'intégralité du contour de la parcelle. Ils se retrouvent forcément des fois sur des périodes, sur des périodes de la journée où ils n'auront pas d'ombrage. Donc, ils vont être confrontés plus au stress thermique, plus d'impact. Et sans oublier qu'en fait, que tout ce qui est lié au stress thermique est également lié au stress alimentaire. Donc, un inconfort thermique va engendrer une sous-alimentation des bovins et donc une croissance, un GMQ, un gain moyen quotidien en fait, qui sera impacté. Effectivement, tu as fait ma transition pour moi. Du coup, le bien-être animal, Julien, tu le disais, c'est aussi notamment la consommation alimentaire et d'eau. Ça, c'est aussi un enjeu important, notamment sur l'eau, qu'on envisage de suivre sur Guise. Alors déjà, première question pour ceux comme moi qui ne savent pas forcément. Ça boit combien de litres d'eau une vache par jour et dans quelles conditions? Alors, une vache, globalement, ça... selon si c'est une vache allaitante ou une vache laitière, on n'aura peut-être pas forcément le même chiffre, mais aux alentours de 70 litres d'eau par jour. Ce qui peut être fortement modulé selon l'environnement, selon la chaleur, selon le niveau de stress thermique qu'il peut y avoir, où on peut évidemment monter jusqu'à plus de 100 litres, notamment pour les vaches laitières.
effectivement, c'est un enjeu qui est hyper important, l'accès à l'eau sur les parcs et dans le design des parcs. Pascal en sait quelque chose pour accompagner quelques projets. Aujourd'hui, c'est des éléments qu'on va chercher à suivre. On va aussi chercher à suivre évidemment la consommation alimentaire et pour ça, du coup, le suivi de la prairie. Pascal, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'on a réfléchi pour le suivi agronomique sur du coup tes prairies à Guise dans l'Allier? Oui, effectivement, en fait, on reprend. Enfin, on a une qualité d'herbage en fait qu'on recherche, une qualité d'herbage en fait qui évolue, qui évolue au fil des saisons, qui évolue au fil du stress thermique. Encore une fois, on revient sur les mêmes sujets. C'est comment expliquer. La prairie, en fait, c'est, enfin, je vais pas dire c'est comme un jardin, mais on a une qualité d'implantation qui est présente. Derrière ça, en fait, on a la nourriture de la prairie qui apporte aussi une qualité, donc que ça soit par la matière organique présente dans le sol, mais également par les éléments fertilisants, et également après par rapport à l'eau, en fait, voilà. Là, pour revenir sur le projet de GUI, des différentes modalités qu'on a mis en place, on va suivre en fait des modalités sous ombrage, demi-ombrage et avec des zones témoins sur le reste, sur notre zone témoin, donc 4 modalités par rapport au panneau, mais également 4 modalités, enfin 4 mélanges prairiaux différents pour voir le comportement justement, que ce soit des graminées, des légumineuses, avec des mélanges prairiaux adaptés à la région, des mélanges prairiaux qui sont plus, qui auront plus de valeur protéique que d'autres en fait, et de voir un petit peu comment va se comporter en fait tous ces mélanges. Alors sur certaines zones, excusez-moi, avec le piétinement, parce qu'on aura les bovins dessus, savoir comment va se réadapter la prairie sous ombrage à demi, et également en fait des analyses de fourrage sur toutes les zones via des esclos. Effectivement, il y aura pas mal de tests sur des mélanges différents. Finalement, c'est quoi un fourrage de bonne qualité, une herbe de bonne qualité? Quels sont les critères à suivre? Il y a effectivement la quantité, mais au niveau qualitatif, quels sont les critères aussi qu'on suit et comment? Alors, sur la valeur alimentaire, comme tu le disais, il y a une évolution qui se fait au cours de l'année, au cours des saisons. Évidemment, on peut parler d'une valeur alimentaire qui soit finalement toujours au top. On sait ce qu'on cherche. Et auquel cas, on va regarder la partie énergétique de l'herbe, évidemment, donc avec les UF, les unités fourragères, et la partie protéines, donc tout ce qui va être matière azotée, qu'on espère relativement élevé, notamment en partie grâce à l'ombrage qui, de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, permettait d'avoir une densité protéique plus élevée dans ces fourrages. Alors, évidemment, pour parler de valeur alimentaire, il faut aussi parler de stade de développement, c'est-à-dire qu'après, derrière, il faudra qu'il y ait une gestion un peu du pâturage, ou en tout cas de la conduite de la prairie, qui permettra de conserver ces qualités. Voilà, au-delà de simplement regarder comment ça pousse en termes de rendement. Et en fait, il y a un lien fort entre le rendement et la valeur alimentaire d'une plante. Donc c'est des choses qu'il faut évidemment regarder conjointement. Voilà. Au-delà de l'énergie et de la protéine, il y a également la partie un petit peu fibreuse de la plante qui peut à la fois avoir ses qualités selon dans quel mélange et dans quelle ration il va être intégré. Et d'autre part, on peut aussi retrouver un peu le côté appétant, avec notamment par exemple la quantité de sucre qu'on peut retrouver dans les fourrages, où on commence à avoir certaines choses sur le comportement des animaux au pâturage, selon si l'herbe elle est en plein soleil, à l'ombre, mi-ombre, etc. Donc il y a pas mal de choses à regarder de ce côté-là.
Effectivement, sur Guiz, on va regarder comment la prairie se comporte selon les différentes modalités, puisqu'on a des modalités fixes en tracker, donc on s'attend aussi à avoir pas mal de différences. Tu parlais, Julien, de rendement. Comment est-ce qu'on mesure le rendement en XP? Est-ce que voilà, c'est le bon vieil herbomètre? Est-ce que c'est de la masse fourragère? Comment est-ce que finalement on suit ces données-là sur un parc PV? À quoi est-ce qu'on le compare pour obtenir des références fiables? Alors, tu as parlé de l'herbomètre, du coup, c'est quelque chose qui peut être fait, qui a ses avantages et ses inconvénients, notamment le besoin d'être régulièrement là, toutes les semaines, à faire son parcours. C'est souvent quelque chose qu'on ne met pas en place dans le cadre de démonstrateurs parce qu'il faut le multiplier sur un certain nombre de modalités et ce qui fait prendre finalement aussi énormément de temps et qui est dépendant de la gestion du pâturage aussi. Donc ça crée tout un nombre de contraintes qui font que ce n'est pas forcément l'outil le plus adapté. Et donc on vient mettre en place de manière plus générale des cases de mise en défense, c'est-à-dire des zones qui ne sont plus accessibles aux animaux, et où on vient faire donc des prélèvements à pas de temps régulier qui peuvent être de l'ordre du mois et qui, a priori dans l'Allier, montera à 5 à 6 prélèvements par an, quoi, selon la sécheresse, vague de chaleur qu'on pourra rencontrer cette année-là. Voilà. Et on le compare à une zone témoin, donc à une prairie qui sera ensemencée de la même manière et qui n'aura pas les effets de l'ombrage des panneaux. Effectivement, on parle de méthodes et d'outils et c'est extrêmement important puisqu'il va falloir que ces suivis soient applicables finalement aussi dans le temps sur ces sites. Aujourd'hui, on pense évidemment tout de suite aux outils, aux nouveaux capteurs, notamment sur l'aspect température. On va évidemment mettre en place des stations météo avec la capture de microclimat, enfin toutes les données microclimatiques en sous panneaux, en interrang et sur les zones témoins. Mais on y pense peut-être moins facilement, mais il y a aussi plein de capteurs sur l'aspect bien-être animal qui permettent de suivre et d'ailleurs de piloter aussi l'exploitation au quotidien. Et c'est des réflexions voilà, qui sont en cours. Pascal, je sais que tu travailles avec certains capteurs, avec certains aspects que tu suis au quotidien sur tes animaux. Comment est-ce que tu penses que ça peut finalement aider à ce suivi de bien-être animal? Alors, oui, effectivement, sur l'exploitation, ça fait quelques années qu'on s'est doté de différents capteurs. Alors, enfin, on a 2 capteurs principaux. C'est des capteurs qui peuvent s'adapter en fait, sur lesquels on peut développer un petit peu plus certains éléments. Premier capteur qu'on a, c'est les capteurs de vélage, tout simple. Enfin, ceux-là, voilà, tout le monde les connaît. Cette année, lors du précédent hiver, je me suis équipé de Vigirepro, enfin pour gérer un petit peu mieux la reproduction de mes animaux via l'insémination artificielle, connaître un petit peu les cycles, savoir le bon moment pour inséminer. Et c'est des capteurs aussi qui peuvent avoir d'autres fonctions, notamment sur le bien-être animal, des capteurs en fait de santé animale, d'ingestion également, dès qu'on peut avoir un défaut en fait une anomalie en fait d'alimentation de par les animaux. Donc on a aujourd'hui sur le marché, on a différents capteurs. Le capteur en fait idéal, je pense qu'on ne l'a pas encore. Il faut trouver les algorithmes. Il y a des avancées qui sont plus probantes sur le milieu laitier au niveau des capteurs, en fait, avec des cycles journaliers qui sont sensiblement identiques dans l'élevage allaitant, comme c'est le cas sur mon exploitation. Voilà, il faut arriver à mettre les bons algorithmes en face des bons capteurs pour tirer au mieux les meilleurs renseignements des données qu'on peut obtenir via ces capteurs. Effectivement, Pascal le dit, les capteurs offrent plein de possibilités, mais on n'est pas forcément toujours abouti aujourd'hui. Finalement, est-ce qu'on arrive à remplacer l'observation de la part d'experts sur le bien-être animal par ces capteurs, ou est-ce qu'on est finalement encore un peu loin du compte là-dessus? Alors, comme tu le disais, Pascal, aujourd'hui, le capteur idéal, pour nous, il n'existe pas encore. On est sur une batterie de capteurs pour venir finalement
remplacer l'observation. Et qui posent chacun souvent leur problème, c'est que derrière ils sont parfois adaptés à une espèce ou à un type d'élevage, l'élevage laitier par exemple, et qu'il faut régulièrement venir le recalibrer, alors soit par rapport à un type de vache, soit par rapport à un environnement. Et à l'heure actuelle, en tout cas dans la R&D, on se sent obligé de venir coupler à des capteurs de l'observation directe pour venir recalibrer les outils. Ce qui signifie aussi qu'il faut avoir la main sur la donnée qui est derrière et les algorithmes. Ce qui pose encore d'autres questions. Enfin, c'est-à-dire que selon certains capteurs, c'est faisable et avec d'autres, les choses sont beaucoup plus cadrées, carrées et ne sont pas accessibles. Donc, pour nous, il y a un fort enjeu à faire encore de la recherche pour développer ces outils qui puissent nous aider dans l'observation, dans la mesure des différents indicateurs sur le comportement animal ou autre, parce qu'un jour ou l'autre, on se posera la même question sur le suivi, enfin on se la pose déjà, mais sur le suivi du comportement de la prairie, on va dire. Et voilà, donc tout ça, ça va un petit peu dans le même sens. Pour l'instant, il nous faut des observations qui sont coûteuses, à la fois en termes de ressources humaines et puis du coup en termes de coûts, quoi. Mais c'est l'avenir. Effectivement, on a fait un peu ce pari-là en mettant en place notamment pas mal de caméras, etc. Mais on sait très bien que c'est un peu pour l'avenir parce qu'aujourd'hui, le traitement de l'image est très compliqué pour suivre le bien-être et le comportement. Aujourd'hui, tous ces suivis, ça crée de la donnée, ça crée du recul. On sait qu'il y a un aspect effectivement conformité à la réglementation. Il y a aussi un aspect conseil aux éleveurs qui vont se lancer là-dedans. L'idée sur ces aspects, comment est-ce que vous positionnez, quel est vraiment votre objectif dans le fait de participer à l'effort collectif, on va dire, sur l'acquisition de données en agri-PV? L'idée, tu l'as dit, pour nous, c'est de faire de la référence. Du coup, c'est de participer. Finalement, on reste toujours qu'un certain nombre et il y a énormément de projets qui voient le jour chez Photosol et chez d'autres. Donc nous, l'idée, c'est de faire de notre part, de venir capitaliser sur la donnée qu'on pourra avoir et par la suite, finalement, c'est poser des systèmes qui soient plus vertueux et qui puissent répondre à la réglementation et à l'ambition qu'il y a derrière, qui est que l'agriculture doit rester majoritaire et la première activité sur ces surfaces-là, quoi. Pascal, tu vas accueillir du coup chez toi un démonstrateur innovant qui va être très visité, ouvert, sur lequel on va faire plein de retours. Pourquoi cette démarche? Pourquoi c'était important pour toi de participer aussi à cette démarche d'apprentissage et de création de références? Tout simplement, aujourd'hui l'élevage c'est ma passion. Le photovoltaïque c'est ma deuxième passion, c'est aussi mon métier pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà. Aujourd'hui c'est tout naturellement. J'avoue que j'ai poussé un petit peu afin de recevoir, de pouvoir accueillir le démonstrateur Photosol sur les terrains de l'exploitation. Et le but en fait c'est de voir. On vend un concept, on vend pas un concept, on adapte un concept autour des agriculteurs pour le bien-être animal, pour avoir une production d'énergie aussi qu'il ne faut pas oublier. Et le but de Photosol, ça a toujours été d'associer les deux, l'exploitation, le développement, que ce soit de l'énergie et conserver l'activité agricole sur le site. Aujourd'hui, ce prototype, ce projet, en fait, marque aussi le début d'une nouvelle phase dans l'agrivoltaïsme, avec les projets bovins, en fait, adaptés aux bovins, adaptés à plusieurs productions. Parce qu'on pourra continuer avec l'ovin même sur des sites définis pour des bovins. L'idée première en fait pour moi d'accueillir ce projet, alors il y avait deux points. Le premier point c'était sur le comportement des animaux, et des vaches, de la filière bovine en tant que telle sur le terrain équipé de panneaux photovoltaïques notamment, et de voir comment ils pouvaient se comporter. La première chose en fait, pour avoir lâché mes animaux pendant
quelques heures sur le parc alors qu'il était toujours en cours de construction avant réimplantation. Ça a été le fait de, en pleine chaleur, y pâturer les zones couvertes. Et donc oui, enfin, voilà, ça consolide aussi le fait de se dire, malgré le fait qu'il y ait une chaleur, on va avoir de l'ombrage, on va avoir une productivité d'herbe qui sera à l'identique sous les panneaux. Et derrière ça, on va continuer d'alimenter les bovins de manière générale avec moins de stress thermique. Donc une ingestion qui sera continuelle à des journées lambda, en fait, lambda où ils vont pouvoir s'alimenter peut-être encore 1 heure ou 2 de plus sur la journée. Ils ne vont pas se mettre au repos pendant ces moments-là. Le deuxième point de l'intérêt d'accueillir ce prototype PV à la maison, c'est le volet prairial qui est quand même assez important aujourd'hui. Julien en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui est une bonne alimentation aujourd'hui? C'est d'avoir un maximum de légumineuses, un taux protéique qui est relativement intéressant, des UF, voilà, une valeur alimentaire très intéressante sur nos prairies. L'idée, c'était de voir en fait si on avait un impact avec la couverture PV en fait et le développement que ce soit des légumineuses ou des graminées sur le site, de voir l'impact en fait qu'on pouvait avoir sur la qualité de l'herbage, que ce soit avec l'ombrage, à mi-ombrage ou en zone libre. Et en fait, ce prototype-là va répondre en fait à toutes les attentes, toutes les questions qu'on peut avoir, que ce soit sur l'impact que pourrait avoir, bien que pourrait, parce qu'aujourd'hui, en fait, les premiers retours qu'on peut avoir sur du PV adapté à l'ovin, en fait, les retours sont plutôt positifs. Et là, c'est de voir un petit peu, voilà, sur la conservation des légumineuses sur le projet et de voir en fait avec ces 5 zones, on aura quelque chose de chiffré, voilà, on aura des chiffres pour prouver en fait, pour montrer en fait tout notre travail en fait, tout simplement. Merci à tous les deux pour cet échange. Avant de conclure, je vais vous poser une question. Pour vous, c'est quoi du coup la prochaine étape, le prochain défi, en tout cas un point sur lequel vous aimeriez que voilà, on puisse avancer sur l'évaluation de ces éléments. Pascal, je sais pas, c'est quoi la prochaine étape sur Guiz? La prochaine étape sur Guiz, je vous avoue que j'ai pas forcément réfléchi, mais en fait on est toujours dans l'innovation continue, dans l'avancement. En fait on va rechercher, que ce soit par rapport au bien-être animal, et Julien, enfin lui c'est son quotidien d'avancer, enfin d'être dans la recherche, que ce soit avec de capteurs de bien-être, mais derrière la prochaine étape en fait, on va voir avec les différents partenaires qu'on peut avoir qui sont associés avec nous sur le projet, mais ça va être sur je sais pas, peut-être de voir peut-être le captage du carbone par les prairiaux sur Guiz. Et je pense que c'est aussi l'avenir aussi de capter du carbone, de éventuellement remettre dans le circuit des prairies de mauvaise qualité, de les réimplanter, de remettre une activité, de conserver, on va dire, une activité d'élevage sur ces prairies-là. Alors, en plus de regarder, enfin de conserver cette activité, on a aujourd'hui quelque chose qui est marquant, sur lequel on se bat tous les jours, c'est la planète et le devenir de la planète, et le captage de carbone, ça passe par là. Alors, merci pour cette question. On n'avait pas de souci. Pour nous, l'innovation, c'est une innovation qui est un petit peu itérative. On revient accumuler de la référence grâce à ce projet. Il y a plusieurs modalités. On est, il me semble, encore dans une phase où il y a des innovations tous les jours, il y a des nouveautés tous les jours en agri-PV. Voilà, c'est une expérience qui est vraiment bonne à prendre et qui sera super intéressante à étudier, à analyser, à la fois sur le côté fourrage, à la fois sur toute la dimension du côté fourrage, donc du sol à la plante et jusqu'à l'animal avec le comportement. Voilà, pour nous, c'est une pierre en plus à l'édifice d'une filière qui soit de qualité et vertueuse.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Et puis, à très vite, du coup, sur les projets, les protocoles et voilà, phosphorescence autour de ces sujets. Bonne journée. Merci.